Abonnez-vous. Et bonjour tout le monde, bonjour. Je vais peut-être te rapprocher un petit peu du micro. Bonjour, bonjour le chat. Salut tout le monde, j'espère que vous nous entendez correctement. On est dans Abonnez-vous matin, bien sûr, l'émission tous les vendredis de 10h à midi avec des invités, des journalistes, des influenceurs, des créatrices et créateurs de contenu. Et puis en deuxième partie d'émission, la revue de presse, ça se sera tout à l'heure à 11h jusqu'à midi. Et vous suivez également l'émission Abonnez-vous originelle, Abonnez-vous non matin avec ma collègue Anna, ça c'est le lundi à 18h pour comprendre et suivre, connaître les coulisses de Mediapart. Toutes ces émissions sont à revoir bien sûr sur YouTube et les rediffusions sont aussi sur Twitch. Il n'y a pas de sub, il n'y a pas de cheers, il n'y a pas tout ça. Ici, seuls nos lecteurs peuvent nous acheter, vous le savez et vous connaissez. Abonnez-vous bien sûr à Mediapart. Je reçois aujourd'hui Edgy, salut. Salut. Alors, je te reçois parce que tu es rédacteur en chef et fondateur d'un nouveau média qui s'appelle Sans Transition. Alors, il y a quelqu'un qui avait déjà peur du titre. Non, ce n'est pas un média sur... C'était pas un média qui fait peur, c'est pas un média anti-transidentité. Heureusement qu'on est sur Mediapart parce que le titre m'a fait peur. Non, ce n'est pas ce que ça veut dire. On pourra revenir sur le nom du média et ce qu'il signifie, bien sûr. Donc, je disais un jeune média parce que vous êtes lancé il y a moins d'un an. Hein. Ce sera 1 an le mois prochain. Vous êtes lancé en février 2025. Vous êtes une association pour ce qui est de la forme et vous expliquez sur votre site que votre mission est de politiser la jeunesse en racontant l'actualité depuis les premiers et premières concernés avec un ton direct, engagé et accessible. Et puis en plus on a votre site ici qui a été mis d'ailleurs en mode nuit, hein. Ta demande, tu as bien raison, parce que que tu es en train de sur lequel tu es en train de travailler, hein, oui. Mais qui a déjà une bien belle tête même si c'est encore en travail, hein. Je vous invite à aller voir, je vous mets le lien beaucoup. Vous pouvez aller voir déjà un petit peu les formats de Sans Transition, les différentes personnes qui participent à ce média. Voilà pour ça. Alors pour commencer, pour présenter un petit peu ton travail et le travail des personnes qui travaillent avec toi, comment est venue l'idée de Sans Transition? Comment ça s'est créé? En fait, Sans Transition, ça s'est créé parce que je passais beaucoup de temps à m'informer. Et je me rends compte que c'est un privilège que beaucoup de gens n'ont pas. Même si beaucoup de gens ont envie de s'informer, le temps, c'est une ressource précieuse que les gens n'ont pas forcément. Et que moi, j'avais. Et du coup, ça vient déjà de là. De cette envie de transmettre l'information que j'accumulais et aussi ça vient d'une colère contre les médias traditionnels aussi, on va pas se mentir, c'est de voir comment nos idées sont traitées à gauche. Ouais, parce que c'est aussi ça que, dans ce que tu expliques, c'est d'avoir l'idée que toi tu avais de dire j'ai le temps de m'informer donc je peux un petit peu synthétiser, vulgariser l'information, et aussi de dire on assume nous un traitement politique de l'information. C'est ce que vous présentez. Ouais, complètement. On assume ce traitement politique et enfin c'est vraiment le cœur de notre média en fait. C'est vraiment hyper politique quoi. On s'arrête pas à simplement décrire les faits. On apporte aussi une analyse qui est politique. Alors on fait au mieux, hein. C'est pas forcément parfait, mais voilà, on essaie de faire au mieux. Et ouais, c'est très politique quoi. Pour que les gens se rendent compte, je vais peut-être mettre un exemple de ce que vous faites si ça veut bien charger. Voilà, j'ai une capture du site. Par exemple, le plan de paix de Donald Trump, là on a une vidéo que tu as faite. Est-ce qu'elle va s'afficher en entier? Alors, probablement pas. Je vais la recentrer un instant. Voilà. Par exemple, la vidéo sur le plan de paix de Donald Trump. Trump aurait pu mettre fin au conflit, puisque sans l'aide militaire accordée par les USA, Netanyahou n'aurait pas pu continuer la guerre. C'est l'intégration les intégrations de TikTok sur les sites, sur les navigateurs, c'est terrible. Ce n'est pas de la faute du site, hein, je précise. Le vrai plan de Trump, voilà. Bienvenue, Sans Transition. Déjà, on observe bien que depuis le départ, Trump aurait pu mettre fin au conflit, puisque sans l'aide militaire accordée par les USA, Netanyahou n'aurait pas pu continuer la guerre. Célébrer Trump pour apporter la paix, alors que c'est lui-même qui a apporté la guerre, c'est culotté. Mais ce colon orange ose tout. Il annonce avoir arrêté la guerre. Mais qu'en est-il en réalité? Sans Transition, la reconstruction de Gaza, le désarmement du Hamas et la souveraineté palestinienne ne sont pas abordés. C'est rien qu'une trêve fragile, pas une paix durable. Le bouffon n'a que mis le génocide en stand-by. Et il ose, encore,
proposer un conseil de paix dirigé par nul autre que lui-même. Il parle même d'un plan de développement touristique alors que Gaza est rasé à 80%. Et puis, depuis le cessez-le-feu, on a compté en une seule journée 18 violations. Israël n'a de toute façon jamais respecté de cessez-le-feu ever. Je vois pas pourquoi il le ferait là. Le plan de paix n'inclut pas non plus la Cisjordanie, où l'occupation est toujours en place, dans l'indifférence mondiale. Sans transition, pas de reconstruction, pas de sanctions, pas de justice. Tout est détruit et on veut reconstruire Gaza sans les Gazaouis. C'est mort. Trump a les applaudissements et le titre de faiseur de paix, alors que tout le long, c'était lui qui avait le doigt sur la gâchette. Le plan de paix, comme on l'appelle, c'est un plan colonial et on bouffe pas leurs conneries. Palestine will be free from the river to the sea. Sans transition, on n'est pas égo des cryptes, alors on a besoin de vous. Soutenir sans transition, c'est pas donner, c'est prendre parti. Si vous voulez que cette parole existe demain, soutenez-nous aujourd'hui. Merci à tous. Et voilà, moi je t'ai un peu coupé, mais c'est parce que sinon le TikTok serait relancé. Ça c'est le format un peu phare par lequel je vous ai connu sur TikTok. Et c'était un peu l'idée de départ, c'était d'avoir des formats assez punchy, assez efficaces, avec un peu de la musique et tout sur des formats courts sur TikTok. C'est parti de là. Ouais, en fait, aussi, j'ai beaucoup passé de temps à regarder des TikTok dans mon temps libre. Je passais pas mon temps que à regarder des émissions de Mediapart. Il y avait aussi beaucoup de TikTok. Et du coup, ça m'a permis d'accumuler les codes des réseaux sociaux et de pouvoir les retranscrire assez facilement, en fait. De pouvoir les remettre sur du contenu, plus de fond que d'habitude. Mais tout en utilisant sa code TikTok hyper jeune, hyper frais. C'est quoi ces codes que vous utilisez? C'est des formats courts, c'est la musique, c'est un peu les blagues. Comment vous préparez ça? Exactement. En fait, on écrit en punchline. En fait, on écrit plus en punchline qu'en contenu. Enfin, en fait, l'intégralité de notre texte doit pouvoir être lu en punchline. On écrit pour lire. Enfin, on écrit pour dire justement. Et du coup, c'est hyper rythmé, hyper saccadé limite. Et donc, on construit ça avec un hook hyper percutant. Donc un hook, c'est une accroche. Hein. Exactement. C'est une accroche, ouais. On travaille beaucoup sur les hooks parce que c'est vraiment ce qui va faire qu'on arrive à répandre l'information le plus possible. En fait, ça sert à rien d'avoir une vidéo qui est hyper bien faite si on n'arrive pas à répondre l'information, en fait. Oui, puisque c'est un peu ça, c'est ce qu'on appelle le watch time hein, sur les réseaux comme TikTok. En fait, c'est le temps de visionnage et beaucoup de gens, et même la majorité des gens, en fait, quand il y a une vidéo, ils ne vont simplement pas la regarder en entier, ils vont la passer assez rapidement. Donc l'idée, c'est de capter l'attention immédiatement. Exactement. Pour que la personne reste jusqu'au bout et puisse avoir accès à l'information. Exactement. Et ça n'empêche pas que, par exemple, là, la vidéo qu'on vient de voir, elle est basée sur trois articles de Mediapart, par exemple. Là, le plan de paix de Trump, c'était vraiment une vidéo Mediapart. Et du coup, ça n'enlève pas le fond, en fait, si vous voulez. C'est quand même... voilà, on le voit, c'est punchliné. Je l'appelle le bouffon quand même. Voilà. Mais ça n'enlève pas le cœur du sujet, quoi. Ouais, c'est une compilation et vous mettez il y a un accès aux sources aussi éventuellement pour les personnes qui voudraient aller plus loin et qui voudraient avoir les détails, etc., qui ne permettent pas forcément un format court. En fait, tout est vérifiable. Tout est sourcé et vérifiable. Et TikTok aussi, c'est un choix qui est logique, hein, parce que c'est une plateforme qui réunit énormément de monde. Bon, vous êtes présent aussi sur d'autres réseaux, hein, vous le mettez sur votre site, mais c'est quand même essentiellement TikTok, ouais. le cœur du projet. Ouais. TikTok, c'est aussi un réseau, bon, c'est-à-dire est-ce qu'il y a des réseaux qui n'ont pas de problème par rapport à ce que je vais dire, hein, on est sur Twitch, là on le sait bien, mais il y a eu pas mal de débats autour de la question du côté addictif de TikTok, question ce qu'on appelle des espèces de pentes glissantes, hein, des contenus qui amènent de plus en plus de contenus, que ça peut être des contenus fascistes, des contenus masculinistes, etc. Comment on essaie de surnager un petit peu dans cet espace-là qui est quand même extrêmement compliqué? On se bat, on essaye de justement faire les hooks les plus violents possibles pour que ça accroche le plus de gens possible et que on puisse amener le plus de personnes possible vers une réflexion, vers du travail de fond. Enfin, en fait, on veut amener la politisation, on veut faire en sorte que voilà les gens s'intéressent à ce qu'on dit et du coup, voilà la question. C'était comment on fait pour naviguer sur TikTok avec ces questions d'algorithmes qui sont très compliquées, où les contenus forcément les plus intéressants vont pas forcément être ceux qui vont être les plus mis en avant C'est le hook, faut jouer avec l'algo. Et il y a rien de mieux que le hook, la durée de la vidéo, c'est vraiment technique en fait. C'est surtout ça.
Et ça, c'est une expertise que toi et peut-être les personnes qui travaillent avec toi, vous avez acquise avec votre usage des réseaux. Vous avez fait aussi des formations sur ce sujet-là. Comment vous fonctionnez? On n'a pas de formation. Moi, j'ai fait une formation d'informatique, donc rien à voir. C'est pour ça que je fais mon propre site d'ailleurs. Mais je remonte, bien sûr. merci beaucoup. Merci beaucoup. Bah, il y a un onglet, les comploteurs. Un onglet, oui, c'est ça, c'est sur Mediapart, donc on y reviendra après, parce qu'effectivement, là, on parle beaucoup de formats courts, de TikTok, mais vous n'avez pas que ces formats-là, hein, vous présentez aussi d'autres formats. Et déjà, même pour rester sur les formats courts sur TikTok, vous avez plusieurs formats. Je dis beaucoup le mot format dans cette question. Vous avez plusieurs formats, alors je vais encore une fois remonter. Pas du tout ça qu'il fallait faire. Je vais encore une fois remonter la capture, voilà, pour voir voir un petit peu mieux. Voilà, ça tombe bien parce qu'on voit des principaux formats avec tes collègues, la stratégie politique du RN avec l'œil de Lucho pour Louis là, qui travaille avec toi, et on a Amandine qui travaille notamment sur les sujets féministes. L'idée, c'était aussi de découper un petit peu des centres d'intérêt que pouvaient avoir les gens et de présenter un peu des lignes différentes avec les différentes personnes qui étaient dans votre média. Ouais, carrément. Lucho, lui, il a vraiment une analyse historique des choses tout le temps dans nos conversations, etc. Donc ça a tombé vraiment sous le sens que Lucho s'occupe d'une partie plus historique, plus ramener à des faits du passé pour comprendre le présent. Et Amandine, bah c'est une militante féministe. Et puis en fait, je voulais pas prendre la place femme pour parler de sujets sur les réseaux sociaux, parce que il y a déjà trop d'hommes qui le font. Et pardon. Non, je t'en prie. Tu pourrais te tourner un peu plus. Ok, cool. Parce qu'il y a déjà trop d'hommes qui prennent la place des femmes sur Internet, donc que c'est bien d'avoir des femmes qui parlent de sujets qui les concernent, en fait. Comment vous êtes rencontrés là, parce que j'ai l'impression que c'est un peu vous trois pour l'instant. Il y a d'autres personnes qui interviennent aussi, hein, mais vous êtes comme les personnes qu'on voit le plus sur le site. Comment vous êtes rencontrés? Comment ça s'est fait cette histoire de médias? En fait, j'ai commencé le média tout seul. Je connaissais déjà Lucho et Amandine à travers un ami qu'on a en commun, et on est restés très proches. On passait beaucoup de temps ensemble, et en fait, l'idée de les ramener dans le média, entre guillemets, c'était vraiment évident. C'est quoi vos parcours respectifs? Tu as parlé de parcours militant, par exemple, mais aussi de formation. Est-ce qu'il y a des gens qui ont fait des écoles de journalisme, par exemple? Amandine, elle a fait une école de journalisme. En fait, elle a fait des études pour être libraire. Et du coup, elle s'est réorientée en journalisme sur ces 2 dernières années. Et du coup, là, pour l'instant, elle a pas de boulot en journalisme, parce que c'est assez fermé, c'est assez compliqué de rentrer dans le milieu. Et elle avait jamais fait de vidéo, contrairement à Louis qui lui avait déjà fait des vidéos sur son compte perso. Et du coup, pour Louis, c'était plus évident de le faire venir dans son transition, parce qu'évidemment, on était très proches. Il y avait cette affinité politique, et puis, ce recul, cette analyse qu'il avait, que je trouvais hyper pertinente. Et Amandine, c'était un peu plus compliqué de la faire venir sur TikTok, parce que elle avait jamais fait de vidéo avant. Mais elle a, au bout d'un petit moment de réflexion, elle a dit oui, et ça se passe très bien. Sa deuxième vidéo, elle a fait 200 000 vues, donc elle était très contente. Ça marche bien. Oui, il y a des vidéos qui commencent à bien fonctionner. Là, j'ai vu certains des formats, ça commence à se faire connaître un petit peu, à sortir un peu de la masse des contenus qu'on peut trouver sur TikTok. Ça a pris combien de temps? Parce que là, je vois que ça fait déjà moins d'1 an que ça a été créé, mais ça peut aller très vite avec un réseau ou prendre beaucoup de temps. Donc comment ça se passe en ce moment au niveau purement de la fréquentation? Là, on est un peu un palier, parce que en fait, on a fait une vidéo pour le lancement de notre campagne. On en parlera après, je pense. Qui a super bien marché, et ça nous a ramené presque 10 000 abonnés. Donc là, pour l'instant, on stagne un peu, mais il suffit d'une vidéo pour que ça relance la machine. Et donc pour l'instant, on avance, mais on sait qu'on a des projets qui vont justement faire élever le nombre d'abonnés.
Bah, on en parlera plus tard, mais on peut en parler maintenant parce qu'on a effectivement lancé le sujet sur donc la question de projets et puis du financement. Comment vous fonctionnez? Alors là, pour l'instant, vous êtes, ce que tu as créé, c'est une association loi 1901. Comment vous, là, pour l'instant, comment vous tournez? Comment ça marche? Créer les formats, éventuellement payer les gens? Bah, pour l'instant, on peut pas payer les gens. Voilà. Pour l'instant, on est un média indépendant avec seulement des bénévoles. Donc, on repose sur, pour le matériel, sur les dons, sur la communauté. Donc, pour l'instant, on a 69 donateurs par mois. Donc, c'est un début, hein, on est hyper content. Et voilà, l'objectif pour plus tard, ce sera d'avoir 1000 abonnés. D'avoir 1000 soutiens. Ouais, 1000 soutiens par mois, ce serait un objectif génial, quoi. On voit grand, mais bon, je mets le lien de soutien si ça vous intéresse dans le chat. N'hésitez pas à aller voir le site, à aller voir les comptes de Sans Transition. Vous êtes aussi sur Insta, vous mettez aussi tous vos formats sur Insta. Vous avez un peu moins de monde pour le moment si vous n'êtes pas sur TikTok par exemple. Donc vous pouvez aller voir ça. Et effectivement là, ouais, c'est très jeune, hein, c'est très récent, donc forcément il n'y a pas encore de financement très stable. Mais là, vous cherchez à augmenter un peu votre nombre d'abonnés pour pouvoir un truc un peu plus solide sur le financement et sur le fonctionnement, quoi. Exactement. Et puis pourquoi pas des partenariats éditoriaux. Enfin, je veux dire, nous on est ouvert à ça aussi, mais ce sera, je pense, quand on aura pris un peu plus d'abonnés, en fait. D'ailleurs, abonnez-vous. Abonnez-vous, on le dit. Abonnez-vous. Quand on s'adresse aux jeunes, j'imagine que c'est plus dur d'avoir du soutien financier, c'est vrai. Il y a pas mal de questions sur le titre, on l'a un peu évoqué au début. Et d'ailleurs, on l'a remarqué, vous avez vu quand on a mis la vidéo sur le plan de paix, vous dites pas mal dans vos formats sans transition entre chaque élément de votre... c'est au-delà du gimmick. Pourquoi ce titre? D'où est-ce que ça vient? Ça vient de la marionnette de PPDA dans les Guignols. Je regardais ça quand j'étais petit et je sais pas pourquoi, mais je m'étais dit si je fais un média un jour, je l'appellerai Sans Transition. Ah oui, donc c'était déjà un projet de longue date. Bah ouais, mais en fait, j'y avais pas pensé depuis hyper longtemps et puis j'ai commencé à faire des vidéos un peu plus édito, quoi, un peu plus sérieuses sur mon compte personnel et en fait, je me suis dit, je vais appeler ça Sans Transition, c'est trop fun. Ça me ramène à mon enfance, quoi. Et cette idée de mettre des sans transition au milieu du discours, c'est aussi pareil, c'est une accroche. C'est une accroche, c'est un gimmick, c'est une manière de faire une transition. Bizarrement. Et oui. Dans ce sujet. Quand on dit sans transition, c'est une transition, c'est vrai. Ouais. Ça fait penser à Chaleurs Actuelles. Et oui. Ok. J'ai un truc qui m'a paru super intéressant dans ce que vous avez dit et qui est quand même assez rare, et ça, c'était par rapport à la question des émotions. Vous avez dit on assume le côté émotionnel en disant oui, certains sujets nous rendent heureux, certains sujets nous mettent en colère. Ça m'a fait penser moi à un épisode, alors je sais pas si t'avais vu ou entendu cette histoire. C'était sur France Culture, une revue de presse de Catherine Dutu, qui fait une revue de presse internationale sur France Culture, qui est très bien d'ailleurs, et qui avait parlé du Soudan. Je t'invite à mettre ton casque. Je vais faire écouter un petit peu au chat. Alors c'est vers la fin, je vais pas faire écouter toute la chronique, même si elle est très bien. Ça parlait de guerre au Soudan avec des descriptions assez horribles, hein, donc l'écoute n'est pas forcément évidente et la lecture est pas forcément évidente. Voilà, je fais juste écouter les 30 dernières secondes. Je pense que ça suffit par rapport à ce dont je voulais parler. J'ai été terrifiée quand j'ai découvert ça. Ça m'a vraiment secoué, confie Ahmed à la BBC. On a trouvé 15 restes humains ici. Il y en a d'autres là-bas, annonce l'adolescent soudanais, avant d'apporter un tibia et un fémur. Ce sont des os de la jambe, confie Ahmed, comme les miens, dit-il d'une voix aussi innocente que terrifiée. Ahmed dit qu'il n'ose plus rêver d'un avenir. Depuis le début de la guerre, j'étais certain que j'étais destiné à mourir. Je n'ai plus le temps de penser à ce que je ferai plus tard. Et c'est ça dont je voulais te parler, parce qu'il y a eu des réactions suite à ce moment-là, ou des gens qui disaient très touchés par cette émotion. Les journalistes, on a l'impression qu'ils sont très distants, que ça les intéresse pas, ou en tout cas qu'ils sont pas touchés par ce qu'ils racontent. Le son en double, c'est bizarre. Ça doit être l'audio du bureau, je pense, qui fait ça. Si vous avez entendu quand même le son correctement, parce qu'effectivement on l'a pas en double.
Mais en tout cas, l'émotion de Catherine Dutu, des gens qui disent j'écoutais la matinale, merci de nous avoir partagé votre émotion, ça c'est des courriers des lecteurs, hein. C'est toujours un moment fort. Entendre des journalistes émus au point de ne plus pouvoir terminer un passage radio nous dit à quel point transmettre des informations n'est pas anodin. Pour vous, cette idée de mettre en avant les émotions, c'était aussi un moyen de se détacher de cette espèce de neutralité là? Ouais, complètement. Et puis, en fait, pour nous, la neutralité, c'est quelque chose de faux. On a vraiment du mal avec la neutralité parce que ça ressemble vraiment à de l'indifférence polie. En fait, les émotions, elles font partie du réel. Voilà, les émotions, elles font partie du réel, et pour nous, il faut les prendre en compte. Et c'est pas parce que on prend les émotions en compte que notre propos n'est pas sérieux, quoi. Enfin, n'est pas sourcé, vérifiable. Enfin, je veux dire, ça change rien. C'est juste qu'on prend en compte une partie de la réalité que les journalistes n'ont pas pour habitude de prendre en compte. Et c'est hyper important, on pense. Oui, c'est une réalité émotionnelle en fait qui fait partie en fait du travail pour vous. Vous le dites dans votre site, hein, je vais lire ce qui est écrit, attendez, je vais vous l'afficher. Notre mission est simple, on raconte l'actualité depuis les premières concernés avec un ton direct, engagé, accessible. On parle d'abord à la génération Z et aux jeunes adultes qui se politisent en assumant nos émotions, nos colères et nos joies, donc c'est ce que vous dites. Et les gens dans le chat disent effectivement, je suis d'accord, les émotions il y a Ilikoua qui dit dans le chat, les émotions font partie du journalisme, d'autant plus quand on traite un sujet grave. Ça vous est c'est quelque chose que vous assumez dans votre écriture et dans votre présentation en fait. Ça nous a énervé, ça nous a rendu content, ça nous a rendu triste. Vous le dites en fait quand vous faites un sujet. Ouais, complètement. Et puis c'est souvent triste d'ailleurs. C'est souvent triste malheureusement, oui. Malheureusement, l'actualité c'est pas ce qu'il y a de plus joyeux, mais ouais, on ose dire comment on se sent. Par rapport à différents sujets, on pense que c'est hyper important en fait, parce qu'on est des humains avant tout. Enfin, comme Julia Foyce disait dans notre interview, je suis pas une machine. Oui. Enfin, c'est quoi la neutralité? Pitié, je suis pas une machine en fait. Et c'est hyper important. Enfin, et nous, on pense que c'est possible de faire ça aujourd'hui. Donc c'est possible d'avoir une pratique journalistique qui soit éthique, qui soit sérieuse, tout en étant dans l'émotionnel aussi. Ouais. Mais pas uniquement, mais aussi dans l'émotionnel. Au moins en considérant cet aspect émotionnel-là. En se disant, ça nous a touché pour telle ou telle raison, et ça permet aussi de se situer aussi en tant que personne, de dire pourquoi ça nous a touché particulièrement. C'est aussi un moyen de dire qu'on fait partie aussi de la société, pas qu'on est au-dessus à surplomber complètement l'actualité, quoi. Complètement. Il y a une actu à laquelle tu penses, où tu t'es dit, là, il faut que j'exprime quelque chose, dans une vidéo récente, par exemple, que vous avez faite, toi ou un de tes collègues? Dans une vidéo récente, la plus récente, c'est ICE, il me semble. Ouais, la police de l'immigration. Exact, aux États-Unis. Enfin, la police, la milice. Ouais. Mais là, c'est un sujet qui touche énormément. Enfin, je veux dire, forcément, c'est une police de l'immigration qui va frapper aux portes en cherchant des personnes racisées. Enfin, forcément, c'est marquant. C'est hors du monde, en fait. Et puis surtout quand on voit les images de gens qui se font enlever dans la rue, même chez eux, hein, l'image récemment d'un homme qui s'est fait enlever, même il avait même pas de vêtements, il était en caleçon dans la neige, et il s'est fait enlever par la police de l'immigration. Quand on voit ça, effectivement, on peut pas juste décrire l'image sans partager un ressenti, quoi. On peut, mais c'est dommage, je trouve. On manque une partie du récit, en fait. On loupe une partie du récit, je pense. Je pense que c'est trop facile d'être neutre par rapport à ça. Il faut assumer ses émotions, je pense. Sur la question de la neutralité, ça revient sur un des principaux la bonne émotion et la mauvaise émotion. Demandez à Pascal Pro ses émotions sur la maladie d'agriculteur. Et c'est pour ça que Eddy précise que effectivement ça doit se faire dans un contexte où on fait un travail sourcé, on fait un travail sérieux par ailleurs. Effectivement, faut pas être uniquement dans l'émotionnel non plus. Hein. C'est pas du tout ce qui est dit ici. Tu as raison, comme une source de le préciser. Là, on dit assumer ses émotions quand on travaille sérieusement sur un sujet, en disant ce sujet-là me fait ressentir des émotions particulières, quoi. Moi, j'avais fait un édito sur Hicham Miraoui sur son décès. Là, sur les éditos, je vais plus être émotif. Je vais moins être factuel. Enfin, je vais plus parler de mes émotions que de parler des faits.
Alors que sur les focus, je parle plus des faits que de mes émotions. Après, l'édito aussi, c'est un exercice qui permet ça, même globalement, pas que récemment, mais oui. L'autre point important que vous mettez en avant, c'est l'idée que c'est un média par et pour les minorités. On est toujours sur la question d'inclusion des personnes. Comment on fait pour faire un média par et pour les minorités? Ça vient des gens que vous embauchez, des gens que vous faites parler, mais aussi des gens que vous interrogez, des sujets que vous choisissez. Comment vous faites pour vous mettre en accord avec ce slogan? En fait, on va prendre tous les sujets qui sont mal ou non traités dans l'actualité. En fait, dès qu'on voit qu'un sujet est maltraité, souvent c'est un sujet de gauche, on va pas se mentir. Enfin, c'est un sujet qui traite de sujets de la gauche, de discrimination, de racisme, de discrimination en général. En fait, on voit que c'est maltraité ou que c'est non traité par les médias traditionnels. Donc, nous, on va le traiter. Nous, on va le traiter et on va le traiter depuis nous, pour nous, mais aussi dans l'objectif de parler à tout le monde. Voilà. Et en fait, on se pose pas trop de questions, franchement, par rapport à ça, parce que ça tombe assez sous le sens, en fait. On est des minorités. Donc, on va aller parler d'abord à nos communautés, en fait. À nos communautés, à nos minorités, en fait. Et moi, je fais partie de deux minorités, je suis LGBT et arabe. Donc, forcément, pour moi, c'est facile de parler aux minorités. J'en ai été une toute ma vie, en fait. Donc, écouter, déjà récupérer la parole. On cherche des témoignages de personnes concernées, etc. Quand on invite des personnes concernées, on fait en sorte que on touche pas à leur texte déjà, et puis qu'elles puissent s'exprimer exactement comme elles en aient envie. On va jamais retoucher le discours de quelqu'un, absolument jamais. Vous nous verrez jamais faire ça. On va essayer, si vous voulez. Si vous voulez proposer un format sans transition, n'hésitez pas. N'hésitez pas, il y a un formulaire dans le site si vous avez un témoignage ou un sujet à proposer. N'hésitez pas. On est preneur. Il y a un Google Forms dans les liens. Je vais vous remettre le site dans le chat d'ailleurs, comme ça vous pouvez aller voir un petit peu tout ça. Il y a tous les réseaux aussi, parce que je vois qu'il y a des gens qui demandent tes réseaux sur le site. Je vous invite à explorer un peu le site. Voilà, vous pouvez voir pas mal de choses déjà, puis vous pouvez découvrir aussi les formats que fait Sans Transition. D'ailleurs, à propos de format, il n'y a pas que TikTok, on le disait tout à l'heure. Oui. Alors, je crois qu'il n'y a pas encore de lien sur celui-ci, puisque vous avez aussi une chaîne YouTube. Oui. Vous faites des choses un peu différentes, même totalement différentes de ce que vous faites, sur TikTok, puisque là, vous avez des formats longs avec des interviews. Alors, on voit, il y a Antoine Rouget de Mediapart, la Manuel Bompard, Julia Foyce, les journalistes, Nadège Abo-Mongoli, Sandrine Rousseau, Alma Dufour, beaucoup de députés LFI. Ouais. on sent quand même une orientation, j'ai l'impression, dans le choix des invités. En fait, le truc, c'est qu'on est de gauche, et on est d'une certaine gauche, disons, et il n'y a pas tout le monde qu'on a envie d'inviter. Voilà. Et la plupart des invités qu'on a envie d'avoir, malheureusement, j'ai envie de dire, ou heureusement pour eux, c'est des députés LFI. Dans les personnalités de gauche politique, donnez-moi un parti qui a autant de têtes d'affiche que la France Insoumise, c'est un peu compliqué. Donc du coup, forcément, aller trouver des têtes d'affiche, des personnes qu'on a envie d'interviewer dans d'autres partis, c'est plus compliqué, quoi. Donc, on a Sandrine Rousseau, on a Yann Brossa, mais franchement, à part ça, il n'y a pas grand monde qu'on a envie d'inviter hors LFI. Pour une gauche radicale aujourd'hui, en grosse tête comme ça, il n'y a pas grand monde, quoi. Donc, Et l'intérêt aussi de ces interviews, c'est que vous passez du temps sur des points assez spécifiques du travail de la personne que vous allez interviewer. C'est des formats assez longs, mais vous essayez de montrer un aspect particulier de la politique. Je prends Yann Brossa, par exemple, qui a quand même fait pas mal de bruit pour sa politique de logement à Paris. Ouais. C'est de ça dont vous avez parlé, sur la question des logements. C'est ça un peu l'idée de ces interviews, c'est de revenir sur le concret de l'action politique. Ouais, complètement. En fait, c'est de montrer tous nos formats longs. L'objectif, c'est et ce sera de montrer la réalité. Voilà, de montrer la réalité, de pas faire de coupe pratiquement, de pratiquement pas faire de relance, pour qu'on puisse laisser le discours
se dérouler correctement et jusqu'au bout surtout. Et puis oui, c'était quoi déjà? Est-ce que c'est aussi de revenir sur l'action politique concrète, Oui, sur bien sûr. qu'est-ce que vous faites pour les propositions, etc. Moins que sur les débats, la petite phrase. Ah non, on cherche pas du tout la petite phrase. Nous, ce qu'on va chercher, c'est justement qu'ils puissent développer des sujets sur lesquels ils sont constamment coupés quand ils passent à la télé ou des trucs dans le genre. En fait, ils peuvent jamais aller jusqu'au bout de leur réflexion et nous, ça nous frustre complètement, en fait. Donc, on a envie de leur offrir un espace de parole où, justement, ils peuvent s'exprimer jusqu'au bout et on peut les entendre jusqu'au bout. Et à chaque interview, on a 10 questions et ces 10 questions, elles sont hyper denses. Enfin, il y a il y a 10 sujets par interview, pratiquement. Et donc, on essaye de faire un mélange entre les sujets d'actualité et les sujets de prédilection de notre invité pour que puisse nous expliquer ce qu'il fait concrètement de ses journées, en gros, et quelles sont ses politiques, quelles sont les politiques qu'il a envie de voir mettre en place, etc. Et aussi de situer où est-ce que se trouve la personne politiquement qui parle en face de moi. Et aussi des interviews de journalistes, bon, vous en avez 2 pour l'instant, hein, Julia Foyce et Antoine Rouget. C'est l'idée aussi de mettre en avant certains travaux journalistiques sur un format un petit peu plus long et puis de médiatiser un petit peu. Parce qu'effectivement, je pense à l'affaire qu'on connaît un peu évidemment à Mediapart, c'est la sextape de Saint-Etienne, hein, l'affaire que vous connaissez de Gaël Perdriau qui là est en détention. L'idée c'était aussi de remettre en avant des affaires qui sont un peu moins médiatisées étonnamment, alors qu'elles ont une importance comme assez grande. Alors Perdriau ça a été un peu médiatisé, mais je trouve les gens en général, quand je pose des questions même au chat dans mes lives, je me rends compte que cette affaire est pas si connue que ça aussi. C'était un peu cette idée-là de remettre en avant ces faits-là. Alors pour cette vidéo-là, complètement, c'est une histoire qui est hors de ce monde, hein, encore une fois. Pardon. Souci. Vraiment, c'est une histoire de malade. Donc, on voulait vraiment remettre la lumière sur cette histoire, faire découvrir cette histoire à nos followers et plus si possible. Mais il y a vraiment une volonté de montrer la réalité encore une fois, quoi. Ah, je crois que les gens se sont trompés de Sans Transition parce qu'il y a un autre magazine qui s'appelle Sans Transition. Ouais, c'est vrai. Je cliquez sur le lien que je vous mets dans le site. Le magazine prend fin. Du coup, vous avez un concurrent de titre qui n'est plus là. Vous n'aurez pas de problème de droit d'auteur. Mais non, c'est le site que je mets dans le chat. Bon, c'est la page des vidéos YouTube, hein. C'est pas la page d'accueil, mais je vous laisse naviguer sur le site, sur le web, surfer sur le net comme disent les jeunes, bien sûr. Les jeunes. Comme disent les jeunes des années 90. Je suis un jeunes des années 90, figure-toi. Ah, oui. Moi aussi. Oui, et c'est donc cette présentation-là, vous avez des projets d'élargir un peu ce format avec des militants, avec d'autres pans de la société, pas uniquement des politiques et des journalistes aussi. On veut développer les journalistes déjà, et puis oui, évidemment, on veut interviewer le plus de personnes possible. En fait, on veut vraiment que ce soit un hub de la gauche, une plateforme de la gauche sans transition. On a vraiment envie qu'il y ait le plus de personnes possible qui puissent venir s'exprimer sur notre plateforme. On veut aussi pouvoir créer des échanges entre ces différentes personnes pour recréer du lien à gauche, en fait, pour recréer de la cohésion, du lien. C'est hyper important, enfin surtout vu ce qui s'est passé ces derniers temps. Enfin voilà, après je vais encore parler des députés évidemment, mais après les différentes alliances des municipales, etc. Enfin, c'est un peu compliqué, le détachement du NFP. Enfin, c'est assez compliqué. Nous, on aimerait recréer du lien, recréer du dialogue au sein de ça, et intégrer aussi d'autres personnalités comme des créateurs de contenu dans le débat pour pouvoir faire avancer le débat, faire développer le débat et qu'on puisse entendre d'autres personnes que celles qu'on a l'habitude d'entendre et qu'on puisse les entendre mieux. Je précise aussi que vous êtes tous basés en Ile-de-France, hein, pour ce média. Bon, ça, c'est quelque chose qu'on retrouve beaucoup dans le système médiatique en France. Effectivement, on est très centralisé, hein. C'est le cas aussi à Mediapart, c'est le cas dans la plupart des médias. Est-ce que vous avez des projets, éventuellement des idées pour essayer de vous parler des municipales, donc de faire venir des gens d'autres territoires en France qui pourraient aussi participer à votre contenu? Franchement, on va surtout se concentrer sur consolider l'équipe déjà de base. Oui.
Parce que je suis tout seul à gérer ça. C'est assez compliqué. Enfin, c'est moi qui gère l'équipe en gros. C'est nouveau pour moi. Oui, tout jeune, j'ai pas d'expérience. Je disais pas faire ça dans 2 mois. Non, mais dans le futur, oui, évidemment, on aimerait énormément se développer, avoir des branches de partout en France et dans le monde. Enfin, ce serait génial. Mais oui, évidemment. Pour de l'actu plus locale, évidemment, ce serait très intéressant. Ouais. Mais déjà l'idée effectivement, c'est de trouver une stabilité financière et puis de un peu se stabiliser sur le modèle que vous voulez déjà faire maintenant, avant de penser à s'étendre effectivement. Inscription sur liste électorale, merci. Oui. Jean-Yves Fugasse, n'oubliez pas. C'est quoi, c'est début février là Il me semble que c'est jusqu'au 2 ou 3 Ouais, ça doit être sur Internet. c'est quelque chose comme ça. Donc n'hésitez pas, ça se fait très vite sur Internet, hein, l'inscription sur la liste électorale, n'oubliez pas de le faire. Je reviens sur les différents formats que vous avez, parce que vous avez aussi vous avez fait une constellation de formats. Enfin, c'est toi qui l'as fait d'ailleurs, tu as fait une constellation de formats avec les principes du média qui sont de ce côté et les formats de l'autre. Donc l'œil de Lucho, on l'a vu, l'œil d'Amandine sur les questions féministes, le focus, hein, ça c'est ce que je vous ai montré, un focus sur une actualité, un peu une mini revue de presse que vous faites sur TikTok. L'édito, ça c'est ton édito avec un H. Ça s'appelle Eddy, donc voilà, c'est comme l'Eduito de Edoui. Exactement. Il faut un prénom adapté pour faire un édito, sinon vous n'avez pas le droit. Les interviews qu'on a vues, et aussi dernier format qu'on n'a pas évoqué, c'est les micro-trottoirs. Et micro-trottoirs, qui est un format assez critiqué en journalisme, hein, d'ailleurs, puisque on a tendance à dire micro-trottoir, on peut leur faire dire ce qu'on veut, on peut avoir n'importe quel angle avec un micro-trottoir, on trouvera toujours des gens qui seront d'accord avec nous. Mais là, ce que vous faites et qui le rend intéressant, c'est que vous allez dans les mobilisations sociales et vous avez un format de micro-trottoir mobilisation. Oui. C'était ça l'idée. Ouais. L'idée, c'est vraiment d'aller au cœur des mobilisations et de donner la parole à ceux qui font partie des manifestations, ceux qui font partie des rassemblements. On essaie d'avoir un maximum de profils différents pour pouvoir vraiment sonder l'intégralité de la manifestation. Du mouvement, ouais, voilà, exactement. Et pareil, on coupera jamais la parole, on posera jamais les questions dirigées pour avoir la réponse qu'on attendait et pour pouvoir faire un montage comme nous on le projetait dans notre tête avant de faire le micro-trottoir. Enfin, il y a vraiment pas du tout ça, c'est vraiment hyper naturel. On pose des questions hyper simples, on les dirige absolument pas, et en fait ce qu'on veut, c'est juste donner la parole aux personnes, en fait, tout simplement. Et quand vous êtes comme toi-même sur des formats courts, notamment sur TikTok, comment on fait justement les choix, parce que forcément il y a des choix de montage qui doivent être faits si on est sur des formats TikTok. Comment on fait pour à la fois ne pas trahir à la parole et à la fois il faut bien couper certains passages? C'est dur. Faut vraiment réussir à capter les phrases les plus importantes, mais en fait au final sur ces formats-là, on fait pas énormément de montage. En fait, ce qu'on va faire, c'est que on va au lieu de faire un bloc, une personne, on mélange un peu, mais en fait le propos est exactement le même. Enfin, on l'a absolument pas modifié, on n'a pas trahi le propos. Vous essayez de maintenir une espèce de cohérence comme ça sur ça, mais j'ai l'impression que vous réfléchissez beaucoup à ces questions de comment on interviewe les gens, comment on fait du montage, comment on donne la parole. C'est quelque chose dont vous discutez aussi entre vous sur la méthode d'entretien. Oui, tout à fait. Et puis donc on n'en a pas encore parlé, mais on a fait des reportages, on a filmé des reportages avec 2 associations pour l'instant. Donc le Secours Populaire et Utopia 56. J'annonce ici. C'est pas encore sorti, donc c'est pas encore sorti. C'est l'avant-première. Vous l'aurez entendu ici en premier. Voilà, je suis en cours de montage. Mais du coup, par exemple, on verra jamais le visage des bénéficiaires, des personnes aidées à l'écran, parce que c'est un respect pour leur anonymat et pour leur dignité. En fait, on n'avait pas envie de faire du sensationnalisme par rapport à ça. Et en fait, on se pose beaucoup de questions par rapport à tous les formats qu'on fait et à comment est-ce qu'on représente les personnes, comment est-ce qu'on leur donne la parole, comment est-ce que... c'est hyper important, on pense. On est quand même un média pareil pour les minorités. Si on n'arrive pas à parler aux minorités, si on n'arrive pas à leur donner la parole, on a un peu fait notre mission, en fait.
Vous avez d'autres idées de format de cet ordre-là? Parce que donc, du reportage, c'est un nouveau format, en fait, le format reportage, micro-trottoir, format court TikTok. Il y a d'autres projets comme ça que vous avez? Ça fait déjà beaucoup pour une équipe. Ouais, il y a peut-être un projet de... Je sais pas si je peux trop en parler, mais bon, je vais en dire un peu. Il y a un projet d'entretien croisé avec des figures de la gauche. Ok. Pour justement recréer du lien et de la collaboration au sein de la gauche. Un format qui se fait beaucoup, notamment en presse écrite. Je trouve qu'il y a quand même pas mal ça. Que l'Obs a tendance à le faire aussi, de format de gens qui n'ont pas forcément des points de vue pas forcément entièrement contradictoires, mais au moins des divergences d'idées. Ça, c'est un projet qui est en cours aussi, d'accord, sur Sans Transition. C'est un gros projet pour 2026. On va vraiment se concentrer là-dessus pour 2026. Et puis, on va essayer de faire le meilleur travail possible, quoi. Y compris le PS. Le Deep Up. Il n'y a pas eu de PS encore dans les entretiens, mais... On a eu des propositions, mais on les a refusées parce que, en fait, on voit pas de visage qui sort du lot, en fait. Qui est le PS aujourd'hui? Je sais pas. J'allais dire Macron, mais ce serait un peu médisant. Ce sera un peu de mauvaise foi, je m'excuse. Non, mais j'aimerais bien le PS. Franchement, j'aimerais bien. J'aimerais bien représenter toutes les forces politiques de gauche, mais faut qu'elles aient un projet. Faut qu'elles aient un projet concret, quoi. Ouais. Oui. Après, à contrario, le risque, effectivement, vous êtes un média vous avez une indépendance éditoriale, vous le dites, effectivement. Est-ce que en s'attachant trop à un parti politique en particulier, je pense à la France Insoumise, risque pas d'avoir une dépendance aussi éditoriale qui peut se créer? Comment on gère ça? C'est une très bonne question qui me laisse un peu sans voix. Parce qu'on pourrait se dire, oui, il y a un lien avec l'AFI parce que vous vous sentez plus proche politiquement de ces députés-là, vous voyez en eux des figures, mais c'est aussi un risque d'une dépendance, en fait, avec une organisation politique. Bah, c'est vrai, mais en fait, le problème, c'est que la France Insoumise, c'est aussi, je veux dire, tout ce que j'ai dit jusque-là était vrai, mais c'est aussi le seul parti qui nous donne l'heure, en fait. C'est les seuls qui nous prennent au sérieux, en fait. Les autres prennent pas les réseaux sociaux au sérieux. Ils vont pas prendre des petits TikTokers comme ça qui ont 40 000 abonnés. Ils vont pas les prendre au sérieux, quoi. Mais c'est vrai que vous avez l'AFI a quand même répondu. J'ai l'impression qu'il y a 6 ou 7 déjà députés LFI qui ont accepté de faire l'entretien, sans forcément s'attendre à ce que les vidéos fassent énormément de vues, en tout cas au début, et qui ont dit oui à un entretien. Il y a aussi le NPA, effectivement, qui pose la question, qui n'ont pas de députés. Si la question c'était les députés, mais effectivement, les gens parlaient de Philippe Poutou aussi, ça pourrait être. Ah, mais Philippe Poutou, on en rêve. Tout le monde rêve de Philippe Poutou, je pense. On a essayé de le contacter et tout, évidemment, mais on réessayera. Les autonomes, oui, il y avait la question des lieux militants, effectivement, il y a pas mal d'idées aussi dans le chat pour sortir un peu de la politique institutionnelle, effectivement. Mais on essaie d'en sortir, et puis pas d'en sortir, mais de s'éloigner un peu, et aussi de s'éloigner de l'actu chaude. On essaie de proposer plus des analyses que juste des infos brutes. Et du coup, pour ça, il faut se reculer un peu et faut prendre un peu de recul. Il faut pas directement sauter sur l'actu, quoi. Faut attendre qu'il y ait des analyses de personnes qui sont qualifiées, qui ont fait des études dans le domaine, ou alors qui sont passionnés, qui font des analyses parce que moi je suis pas un analyste, je suis pas politologue, je suis juste quelqu'un dans sa chambre, quoi. Vraiment. Et du coup, on essaye de prendre un peu de recul, de pas sauter sur l'actu et de vraiment attendre qu'il y ait des analyses qui sortent pour pouvoir traiter d'un sujet. Oui, en fait, les moments où vous traitez de l'actu chaude, c'est plutôt les formats courts où vous faites une revue de presse, où là, on est sur quelque chose de plutôt synthétique, et moins un format long, interview. C'est un peu une autre forme de travail. J'avais une question qui me vient là sur la question de la réception, parce que comme un média comme Twitter, TikTok, c'est pas vraiment une bulle, en fait. Il y a des gens qui sont pas du tout de gauche qui peuvent tomber sur vos contenus et les regarder. Et j'ai vu qu'il y avait pas mal de vidéos qui avaient quand même
beaucoup de commentaires, on va dire négatifs, hein. Il y a beaucoup de commentaires de gens de droite et d'extrême droite qui sont tombés sur les vidéos, qui y répondent. D'ailleurs, vous avez répondu à certains commentaires dans les vidéos. Comment on gère cette question de la modération? Ça peut être assez fatigant sur le long terme. Ouais. Alors, il y a des vidéos sur lesquelles, par exemple, les vidéos où on a des invités et où ces invités parlent de de leur vie. Là, on fait énormément de modération. Je pense notamment à la vidéo Dipsy, qui est lesbienne et voilée. Et cette vidéo, elle a fait énormément de commentaires haineux, et du coup, c'est beaucoup de modération. Après, sur les vidéos où c'est des députés, je fais pas de modération. Ouais. Je fais pas de modération parce que, en fait, ça fait vivre la vidéo. Ils sont en train d'entraîner l'algo à ma place, en fait, et de faire vivre la vidéo et de faire des vues et de faire du revenu pour le média précaire et indépendant que nous sommes. Donc, continuez à parler. C'est vrai qu'il y a un truc qui se fait, vous avez peut-être déjà vu ça enfin, je sais que toi tu l'as déjà vu, mais je parle à l'audience générale, vous avez peut-être déjà vu ça sur les réseaux, des gens qui disent on va monétiser les commentaires haineux, en fait. Ouais, c'est ça. On fait une vidéo avec le commentaire affiché, et en faisant une vidéo réponse en disant regardez, partagez la vidéo, et en fait ça fait du contenu, quoi. Il y a Shamsou qui fait beaucoup ça, shout out to Shamsou, qui faisait beaucoup ça à une période. Mais c'est vrai que, en fait, quand il faut faire de la modération, je fais de la modération. Quand il y en a pas besoin, quand c'est un personnage politique qui, a l'habitude, je laisse la vidéo faire des vues, en fait. Voilà, tout simplement. Après, sur des vidéos où c'est moi, par exemple, sur mes vidéos, je fais pas énormément de modération. S'il y a vraiment des commentaires vraiment Qui tombent sous le coup de la loi, quoi. ouais, voilà, et puis qui sont vraiment insultants, etc., je les supprime. Mais les commentaires un peu condescendants, etc., je réponds avec une petite pointe de sarcasme ou un truc dans le genre. Vous avez vu j'ai l'impression que c'est cette spécificité-là, et je sais pas si vous la voyez en comparaison avec vos autres réseaux à TikTok, on a l'impression qu'il y a à la fois une espèce de bulle de filtre où on a dans l'algo que des trucs qui nous ressemblent, mais en même temps, tout le monde peut tomber sur notre contenu. Exactement. En fait, l'algo, il est à double tranchant, c'est-à-dire que soit tu vas avoir des contenus qui te plaisent à 100% et qui vont déclencher de la dopamine, soit tu vas avoir des contenus qui te déplaisent à 100% et du coup qui vont aussi déclencher une émotion et en fait qui vont te faire rester sur la vidéo, te faire commenter la vidéo, enfin voilà, et te faire commenter d'autres vidéos du même compte, etc. Donc en fait, au final, ils se rendent compte, les réseaux sociaux, que à te recommander quelque chose que t'aimes ou à te recommander quelque chose que tu détestes, la réponse chez nous, elle est la même. On donne quand même de l'attention. Donc en fait, oui, c'est à double tranchant. Il y a autant des gens, mais sur TikTok, on est vraiment chanceux. Et puis sur TikTok, il y a moins ce phénomène-là, j'ai l'impression. Pour les personnages politiques, par contre, je le ressens vraiment. Quand, la dernière vidéo, par exemple, d'une interview qu'on a d'un personnage politique, c'est Manuel Bompard. Manuel Bompard, il y a énormément de commentaires haineux sur la vidéo. J'en ai déjà supprimé pas mal, mais il y en a encore énormément. Et puis il y en a dans les modérés. Il y en a plus de 150 dans les modérés. C'est juste énorme. Oui, il suffit que ça tombe une fois sur une boucle dans un milieu d'extrême droite et la vidéo va tourner énormément dans le même endroit. Exactement. Mais sinon, en général, sur TikTok, on est grave content parce que la communauté est, en général, géniale. Géniale. J'ai eu des retours. C'est quoi les retours de la communauté, les retours positifs là pour l'instant, parce que tu disais qu'il y avait déjà quand même des gens qui finançaient. Hein, tu parlais de déjà quelques financeurs. Quels sont les retours pour l'instant sur les formats que vous avez, les choses qui marchent, les choses qui marchent moins? Les éditos marchent moins que les focus. Après, il y a un pied d'égalité entre les focus, l'œil d'Amandine et l'œil de Lucho. Les trois sont assez égaux. On a le même taux d'engagement à peu près. On a un taux d'engagement d'ailleurs qui est hyper élevé pour TikTok. Hein. On est à plus de 21%. Donc c'est énorme. La moyenne est entre 5 et 10. Donc on a vraiment une communauté qui est hyper réactive. Taux d'engagement, c'est des gens qui interagissent avec le contenu, donc un like ou un commentaire ou un partage. Exactement.
Et donc, ouais, on a une super communauté par rapport à ça, quoi. On n'a pas à se plaindre. Et le fait de vous faire connaître un peu plus, là, ça a fait venir des gens. J'ai vu qu'il y a d'autres personnes qui avaient fait des formats. Qui c'est que vous avez reçu, là, par exemple, sur les dernières vidéos? Ouais. Pardon. Bah, sur les formats, en fait, là, on est vraiment concentré sur les reportages qui vont sortir. Ouais. Je crois que le micro, il coupe de temps en temps, mais c'est peut-être moi. Non, je pense que c'est le casque parce que le son fonctionne et les gens ne se sont pas plaints dans le chat. Ok, cool. Viktorovitch disait que les bulles de filtre t'exposaient à des idées contraires aux tiennes, mais de façon énervante pour qu'elles soient ridiculisées et donc en accord avec toi au final. Ouais. Bah, de toute façon, c'est depuis la méta combini. Hein, c'est montrer des contenus qui génèrent de l'énervement et qui vont quand même provoquer de l'engagement au final. Ouais. Mais là, c'est pas ce que vous faites. Vous faites pas ça volontairement pour énerver. Ah, j'ai pas entendu de coupure de micro. Oui, non, c'est ça. Ok, c'est nice. Voilà. Super. Faites pas les contenus volontairement pour créer de l'engagement par l'énervement. C'est l'idée de dire non, non, on présente notre point de vue, voilà, on le présente en étant, on sait d'où on parle, on sait qui on est, voilà, et on le présente aux gens, quoi. Et si qui on est et ce qu'on dit, ça énerve les gens, tant pis pour eux. En fait, c'est le même prix. Genre, nous, on a des choses à dire de notre place, de notre vécu. Et en fait, si vous êtes pas d'accord, tant pis pour vous. Enfin. On vous laissera parler évidemment. Donc on fait des lives aussi. Il y a beaucoup de gens de droite qui viennent sur les lives. Et il y en a qui sont très respectueux, il y en a qui sont odieux. Ceux qui sont odieux, ils prennent leur ban immédiatement. Et les autres, ceux qui sont respectueux, on parle. Enfin, je veux dire, il n'y a pas de souci en fait. Moi, je suis pour la liberté d'expression. Donc, exprimez-vous, enfin évidemment, mais dans le respect. Et tant que vous le faites dans le respect, moi, il n'y a pas de souci. Enfin, on peut avoir des avis divergents, mais voilà, faut que ça se fasse dans le respect, quoi. Les lives que vous faites, c'est des lives Twitch ou YouTube? On fait surtout TikTok en fait. Ok, ouais. On fait surtout TikTok. Quand on stream le mardi soir, des fois on fait sur Twitch aussi. Mais non, souvent c'est sur TikTok. Et du coup, quand on stream, c'est tous les trois avec. Quand on stream le soir, c'est tous les trois avec Lucho et Amandine. C'est quoi le programme? Parce que j'ai pas vu passer les streams. C'est quoi la construction d'un stream que vous faites? C'est pas construit. C'est pas construit. C'est vraiment, on se pose, on voit le chat. Enfin, on parle avec le chat, on parle avec nos réguliers et puis les nouveaux, et on parle de l'actu. On parle surtout d'actu évidemment. On parle surtout d'actualité politique, mais enfin voilà, aussi on chill. C'est aussi un moment pour partager, pour échanger avec la communauté sans se prendre la tête. Enfin voilà, on parle de sujets d'actu, mais ça reste assez léger. Et puis on donne vraiment notre avis là pour le coup. Enfin c'est pas aussi structuré qu'une vidéo. Enfin voilà, on va vraiment pouvoir donner notre avis et chill avec la commu, quoi. Oui, là on est moins dans le format journalistique que vraiment l'échange, la discussion tranquille et moins un truc construit avec des sources, ce genre de choses. Voilà, c'est ça. Là, c'est vraiment un truc posé, j'ai envie de dire entre Jones, mais le terme Jones, c'est déjà situé. Et puis surtout que, enfin, je veux dire, on a vraiment de tous les âges sur nos lives. Ça va vraiment de genre, 14 à 67 ans, genre, c'est vraiment cool. Eh ben, écoutez, j'avais une dernière question peut-être avant de se quitter pour une petite pause. C'était par rapport au projet, aux autres médias indépendants, parce que là vous avez fait l'interview avec Antoine Rouget. T'as parlé tout à l'heure peut-être de partenariats éditoriaux plus tard, quand ce sera un peu stabilisé et tout ça. Est-ce que vous avez des idées de médias qui vous intéresseraient éventuellement pour Mediapart, ça, uniquement. Abonnez-vous. Non, mais Mediapart évidemment, et puis sinon, il y a d'autres médias qui nous intéressent, mais je vais pas name drop. Oh, ils viennent ici. Est-ce que vous acceptez les points de suspension des boomers dans le chat? Bien sûr. On accepte tout. Bien sûr. Eh ben, écoute, je pense qu'on se dirige vers la fin. Alors, les titres de vidéos YouTube, vous mettez que le nom de la personne.
Pas trop compris, Galdian. Tu me diras en DM, on regardera. Je remets le site dans le chat si jamais vous voulez aller suivre un peu ce que fait Sans Transition, les différents formats. Je te remercie beaucoup d'être venu, Edgy. Vous pouvez, Je te remercie énormément de l'invitation. Bah écoute, ça fait plaisir et j'espère que ça vous aura intéressé. Bravo les Jones, dit-on Merci beaucoup. dans le chat. Vous pouvez suivre Sans Transition. Et donc des reportages qui arrivent donc sur Utopia et le Secours Populaire, c'est ça si je dis pas de bêtises, Yes. qui arrivent bientôt. Et puis les formats habituels que vous pouvez suivre sur TikTok, mais aussi sur Insta si vous n'êtes pas sur TikTok, et les lives également sur TikTok aussi, qui sont aussi assez suivis d'après ce que tu dis, donc je vous invite à aller suivre également. Voilà, nous on se retrouve dans une petite cinquaine de minutes, ça ne se dit pas du tout, pour la revue de presse. Je vous mets la musique d'attente, on se retrouve à 11h pour une petite lecture des articles de Mediapart et du club de Mediapart et des partenaires de Mediapart, comme d'habitude. J'ai dit beaucoup le nom. Abonnez-vous. Voilà. Et on se retrouve dans 5 minutes. Merci à tous d'avoir suivi. Merci encore à toi d'être venu. Merci le chat. Au Salut. revoir. Bisous.